Ce qui garde la vie reste dans la mouvance de ce qui garde la mort, écrit Derrida dans la carte postale. Dans cette évocation de la pulsion, inspirée par Freud, mouvement restaurateur et préservateur, on reconnaît l'énergie propre de la littérature, dont la mission serait, pour Jean Dutour, de troubler les agonies et de rendre, dans une acception sadienne, la vie et la mort jumelles, comme l'écrit Solers dans L'expérience des limites. Cette littérature qui n'oublie pas les chrysanthèmes, comme le chante Francis Lalanne, préfère aux souliers de satin les pompes funèbres, et à la maison du bonheur de ce même Francis Lalanne, le domicile Styx de Mylène Farmer. Dans son dernier essai, Frédéric Weimann envisage Sixième Sens, Desperate Housewife, La douane de mer de Jean d'Ormesson, en montrant que ces fictions sont toutes écrites par la voix d'un mort, chose nouvelle depuis les années 80. Il se demande que nous apprend-elle sur notre rapport à la mort et sur notre façon d'en parler, et ne confirme-t-elle pas, en dernière analyse, la mort du roman. Écriture de la mort, mort de l'écriture, c'est bientôt la Toussaint, c'est bientôt Halloween. Voici une émission spéciale, placée sous ce chiasme, sous ce paronomase de Christophe Mahé. Il y a des gens qui dorment et des gens d'Ormesson. Bienvenue dans la nouvelle émission d'Encre Halogène. France du futur. Encre Halogène. Jacques-Emmanuel Mirliza. Bien, il y a quelques moucherons dans le studio, mais nous sommes encore en vie, nous ne sommes pas en putréfaction. C'est bientôt la Toussaint, c'est bientôt Halloween, nous fêtons les morts ce soir dans Encre Halogène. Gilles Vien est là, Babidi Parkeguio est là, des invités interviendront peut-être aussi dans l'émission. Et alors, Babidi, il est arrivé quelque chose, je crois, à Monsieur Duquesne. Et oui. Nous avons engagé un petit dispositif pour le maintenir en présence sur le plateau. Oui, peut-être qu'on peut annoncer à nos téléspectateurs qu'il est arrivé un malheureux accident à Monsieur Duquesne, durant lequel il est tombé dans le coma. Il est aujourd'hui alité par une machine. Et grâce à la science, nous avons la possibilité de communiquer avec lui, puisque son cerveau est directement relié à un robot qui est capable de discuter. Est-ce que Théodore voulait dire quelque chose ? Bonsoir chers auditeurs et auditrices, je suis aux portes de la mort. J'ai eu un accident dans le massif du Karakoram et je dépends aujourd'hui d'une machine pour m'exprimer et communiquer avec vous. Aux frontières de l'humanité, je me dresse, enfin couché, alité, vulnérable, fragile, mais toujours présent, guidé et illuminé par la littérature. Je vous aime. Théodore XBPX 2342 tout droit réservé, brevet 2893. Merci à lui, merci qu'il est présent, hein, il est présent absent. C'est une présence super, quantique spectrale. Hein, je suis très ému. Ouais, tout à fait. Moi je trouve que c'est fantastique qu'on puisse s'exprimer même après la mort. Et ça, je sais pas, mais ça me remplit. Il n'est pas mort. Il n'est pas mort, mais c'est quand même quelque chose de très positif qu'on puisse continuer à avoir comme ça une forme de communication avec des gens qui nous manquent. Je trouve que c'est super, vraiment super. Bien, nous sommes là pour fêter la Toussaint. Et d'ailleurs, vous ferez une chronique tout à l'heure sur la mort. Tout à fait, avec grand plaisir. Parce que je ne trouve pas que ce soit quelque chose de si négatif que ça. Donc, je le ferai avec plaisir et pas par l'expression, mais vraiment par pur plaisir. Eh bien, passons tout de suite au premier texte. Texte de cette rentrée littéraire, Éric Emmanuel Schmitt, un écrivain que nous avons souvent abordé, mais ce soir, cela nous paraissait indispensable. Éric Emmanuel Schmitt publie en cette rentrée Journal d'un amour perdu, texte qu'il dédie à sa mère qui est morte il y a quelques temps maintenant. C'est un journal qui est un recueil de fragments. Enfin, je vais laisser brièvement la parole à Éric Emmanuel. J'ai voulu faire un livre sur la perte de l'être aimé, sur le deuil, sur la difficulté à chasser la tristesse et sur le fait que finalement on y arrive quand même. Nous allons passer à la lecture tout de suite de cet extrait de Journal d'un amour perdu d'Éric Emmanuel Schmitt. Les tombes constituent les étiquettes que laissent sur terre les disparus. Pour éviter que ces étiquettes ne s'envolent, on les fabrique en pierre. Et les cimetières sont des champs d'étiquettes. Qu'y a-t-il dans une tombe ? Un être ?
des bouts d'ampoule disloqués, de la poussière, un souvenir. Maman a été avalée par son cadavre. Je crois au pouvoir de la croyance. L'amour existerait-il si l'on n'y croyait pas? Son absence a tant de présence. Au bureau, Daniel me tend un article découpé dans la presse qui porte ce titre. La mère du dramaturge Éric Emmanuel Schmitt est morte. Je m'effondre. On vient de me la tuer une seconde fois. Effrayé par ma réaction, Daniel proteste. Lis l'article! Très gentil, très bienveillant, très positif. Je sanglote, sans oser formuler la pensée enfantine qui m'abat. Je rendrai toute ma célébrité pour garder ma mère. La scène est le théâtre des miracles. Le passé devient présent, les boiteux ne boitent plus, la mort se révèle pour saluer. Et moi, j'ai raconté l'histoire de Monsieur Ibrahim et joué les personnages en courant d'un bout à l'autre du plateau. Au premier mot, à 13 ans, j'ai cassé mon cochon et je suis allé voir les putes. Les forces me sont revenues, mon genou a été anesthésié. Par la grâce des planches, j'avais 40 ans, puis 13, puis 80, l'âge de mes héros. Le public m'a remercié debout et j'ai gagné les coulisses ravi. Bravo! Là m'attendait un cadeau. Chantal, une lectrice de Nancy, avec laquelle depuis 20 ans j'entretiens une relation fraternelle tissée de rencontres et de lettres, me rejoignit en compagnie de ses amis qui l'aident à déplacer son fauteuil roulant. Sitôt que j'aperçois son noble visage ouvert, rieur, ses yeux lumineux, une onde de plaisir m'attend. Ne se dégage d'elle que des vibrations positives et tendres. Au fond de moi, je l'appelle mon ange à béquilles. Nous bavardons un peu. Tout à la joie de nous retrouver. À l'évidence, nous nous procurons le même effet bénéfique. Nous nous insufflons de l'énergie. Au moment où je la salue pour rentrer à Bruxelles, elle m'attrape à la main. J'ai un message de votre maman pour vous. Je blêmis. Pardon ? Elle m'avait demandé de vous le transmettre lorsqu'elle serait plus là. Je me rappelle que maman avait croisé Chantal plusieurs fois lors de générales de mes pièces. Mes lèvres tremblent. Chantal resserre l'étreinte de ses doigts. Prenez soin de vous, ménagez-vous, ne vous crevez pas à la tâche, pensez à vous. Je frissonne. Les mots exacts de maman. Prends soin de toi. À l'issue de chaque conversation, elle me prodiguait ce conseil, coloré de reproches. Inquiète que j'enchaîne divers chantiers sans pause, que je repousse les vacances, que trop de responsabilités reposent sur mes épaules. Je réagis avec Chantal comme avec ma mère. Ai-je l'air fatigué ? À l'instar de maman, Chantal, les yeux pleins d'affection, ne répond pas, puis répète. Prenez soin de vous. Merci. Je l'embrasse et je retourne dans ma loge pour céder à l'émotion. Maman avait prévu que je déambulerais dans un monde dépourvu d'elle et, par précaution, tel le petit poucet qui marque son chemin de cailloux, avait laissé des instructions aux gens que je fréquenterais pour que son regard d'amour sur moi lui survive à jamais. Bien, c'est magnifique, hein. Camus n'a qu'à bien se tenir. Tout de même préciser aux spectateurs, puisque comme à chaque fois, dans ce cas-là, ils ne le savent pas, il y a un gros effort d'édition. Ici aussi. Et la calligraphie, la typographie, dans ce texte, évolue. C'est vrai. Notamment au début, dans cette introduction qui est une sorte d'emphase sur emphase, qui part de les tombes constituent les étiquettes que laissent sur Terre les disparus. Des grandes sentences. Une phrase virtuose. Et puis, ça augmente, ça monte. Le texte grossit. Ce texte devient gros. Et finit par son absence, sa tant de présence. Totalement, enfin, je suis content que vous laissiez vous le ligner. Il y a vraiment un don de soi dans cette façon d'aller crescendo. Je crois au pouvoir de la croyance. C'est quelque chose qui est immense, que je trouve comme réconfort d'abord pour tous ceux qui ont quelqu'un de défunt dans leur famille il y a peu de temps. Et puis c'est aussi une façon de s'ouvrir au monde. Ben, ça fait du bien de lire ce texte, tout simplement. Ça fait du bien, quoi. On est ému, quoi. C'est beau, c'est beau. Si je voulais le dire en anglais, Puis alors, bon, ça vous intéressera peut-être pas, mais moi qui fais souvent des dissertations avec mes étudiants sur le théâtre, là il y a des sujets sur le théâtre qui sont magnifiques. Hein. La scène et le théâtre des miracles, ben là il y a 7 heures dessus. Hein. Oui monsieur, allez-y. C'est un texte osimorique, le passé devient présent,
La vie rencontre la mort. Oui, oui Théodore, un peu comme toi. En fait, c'est presque... Moi, en fait, Alors, je dois vous avouer que... j'aimerais- Non, Oui. juste une petite chose. Pour moi, il y a un peu... vous savez, ce texte s'inscrit aussi dans la tradition égotiste. Puisque bon, l'auteur parle de sa vie, et c'est un peu comme dans Vie d'Henri Brelard. C'est-à-dire, on ne sait pas vraiment ce qui est vrai, ce qui n'est pas vrai. Est-ce qu'on Oui. est dans l'autofiction? Est-ce qu'on est dans l'autobiographie? Est-ce qu'on est dans l'auto-roman, presque? Et est-ce que cette Chantal existe, par exemple? Oui. Est-ce que ce n'est pas une sorte de fantôme de sa mère Oui. qui revient veiller sur... Oui, c'est vrai intéressant. qu'Henri Brulard est un intertexte vibrant, évidemment. Voilà. Si Moi, je peux me permettre, Oui, excusez-moi, mais Chantal, comme toutes les femmes du texte, sans la mère. Enfin, il n'y a aucun doute là-dessus. Enfin, c'est un texte qui est très enfantin, qui est très émouvant pour cette raison. Alors, c'est toutes ces tombes de pierre qui deviennent du papier, des étiquettes. C'est très envolé, c'est très enfantin. Qu'y a-t-il dans une tombe? Oui, c'est la question que se posent les enfants. C'est une bonne Alors, question, oui. ce qui est intéressant, il me semble, c'est que Théodore l'a bien commenté, hein, c'est un texte oxymorique, un texte qui superpose les époques. C'est un texte théâtral aussi, finalement, hein, parce que Très théâtral. Eric Emmanuel Schmitt met beaucoup de masques. Et il cite ses propres textes, hein, Monsieur Ibrahim et les fleurs du Coran. Il faut citer le texte entier. Vous l'avez vu au théâtre, Monsieur Vien, je crois. C'était absolument magnifique. Et je dirais aussi qu'on a déjà évoqué ça, je crois, sur le Zodiaque, qu'il y a une forme de tautologie métaphysique dans ce texte, notamment dans cette phrase « Je crois au pouvoir de la croyance ». Oui. C'est-à-dire qu'il y a une performativité du discours qui se rapproche de la tautologie ici, non? On pourrait penser que la croyance, en se révélant, s'annule, mais pas du tout. Et c'est ça, je trouve que c'est assez merveilleux, c'est que le texte a ce pouvoir magique, finalement, de restituer la croyance dans son intégralité, même en l'objectivant totalement. Et Eric Emmanuel Schmitt, grâce à ce penchant Monsieur naïf... Piscoletto nous a rejoint. Oui, moi, il y a quelque chose Bonjour, qui monsieur. me gêne Bonjour. un peu dans ce texte, c'est la prétention l'ego de l'auteur. Moi, je trouve que là, qu'est-ce qu'il fait, Eric Emmanuel Schmitt? C'est un petit peu indécent parce qu'il nous parle de sa mère et en fait, qu'est-ce qu'il en a envie? C'est de montrer qu'il est super bon comédien, que les gens l'applaudissent, qu'il met ses couilles sur scène. C'est ça, les fans du texte. Ah, je pense Oh, pas, monsieur monsieur Piscoletto. Je pense que... Non, je pense que vous projetez des choses. Enfin, là, je trouve que au contraire, c'est une écriture qui est très ouverte, qui est très intime. Enfin... Je peux pas vous suivre sur cette piste-là, c'est très intime. C'est très noir ce que vous dites, c'est très négatif ce que vous dites. Oui, Est-ce qu'on peut accepter des propos non, négatifs mais comme ça? C'est d'autant très plus- négatif. Ah, nous D'autant avons plus- une nouvelle une spectatrice qui intervient. Ah, mais Allez-y, madame. Intervenez, c'est bien. Vous Elle avez- intervenir. écrit... je m'appelle Mélina. Très bien. Bonjour Mélina. Bonsoir, j'aime beaucoup cette émission, je la suis avec beaucoup d'admiration. Dès que vous la faites, Oui, passez aux commentaires. Nous, on n'est pas là pour se Bonjour. féliciter. En fait, d'autant plus que l'auteur écrit « Je rendrai toute ma célébrité pour garder ma mère ». Je sanglote, sans oser formuler la pensée infantile. Il se met volontairement dans une position de vulnérabilité. Non, mais là, vous êtes dans Devant une le lecture spectateur, bourgeoise du Il texte. admet là. qu'il sanglote, qu'il a des pensées enfantines, et il dit qu'il rendrait toute sa célébrité. Mais ça, je trouve ça incroyable, tellement émouvant. Alors, ce que je n'ai pas bien compris, mais peut-être que vous allez m'éclairer, c'est pourquoi cette expression « mon ange à béquille Bah, en fait, je pense que là, encore une fois, on est dans le... Vous parliez de performatif. Je pense que cette phrase, elle est polysémique, évidemment. C'est-à-dire, il parle d'un ange à béquille, donc on peut imaginer un peu trivialement que cette personne est peut-être handicapée, mais surtout, je pense que l'ange est une béquille. L'ange est la béquille sur laquelle il se repose durant sa vie. Donc c'est l'ange à béquille, l'ange comme Non, béquille. ça ne tient pas, ça ne tient pas. C'est l'interprétation Ça ne tient pas. qui est Mais c'est pas du... Ça ne tient C'est pas. pas de la périphrase, oui, C'est- vous auriez préféré qu'il Écoutez- écrive « Cet ange était une béquille », voilà, ça vous Non, aurait mais ça ne plu. tient C'est pas. intéressant parce que c'est inattendu, finalement. Enfin, Non, cette mais interprétation. moi, ce que je comprends Oui. pas, c'est le rapport entre les boiteux ne boitent plus et l'ange à béquille. Mais l'ange à béquille, enfin, ça me semble évident. Moi, je connais beaucoup de personnes qui sont handicapées moteurs ou pas. Ce sont des gens qui sont sensibles, en règle générale. Et donc, on peut... Tu fais des généralités, Gilles. Non, je pense pas. Enfin, c'est les dieux de Dostoïevski, ce sont des gens qui sont bien, ce sont des gens qui réellement ont une sensibilité et qui peuvent se plonger dans votre regard et entendre ce que vous pensez. Finalement, dans cet endroit qui est Non, plein de mais- simulacres, sont mais- les seules personnes qui Mais c'est comprennent. nombriliste comme texte. C'est pas La nombriliste. mère du dramaturge, je dirais qu'Emmanuel Schmitt est morte. On dirait le fils de Patrick Sébastien est tombé en scooter. Enfin, c'est vraiment un texte qui brasse ses propres faits divers. C'est vraiment un texte à la limite. C'est puant. C'est puant ce texte. Enfin, je sais plus. Et moi d'ailleurs,
Je citerai la phrase de Lautréamont à propos d'Éric Emmanuel Schmitt qui écrit « Sachez que la poésie se trouve partout où n'est pas le sourire stupidement railleur de l'homme à la figure de canard. » Et je vous rappelle qu'Éric Emmanuel Schmitt a une tête de canard et que Lautréamont a toujours dit que c'était de la merde. Éric Emmanuel Schmitt. Enfin, on peut pas faire comme ça, de raccourci. Enfin, les canards, il y a des canards qui sont très beaux, d'abord. Ensuite, Les canards sauvages. on attaque comme ça, ad hominem, Monsieur Schmitt. Nous n'avons même pas... Mais il y a un nombre de C Nous dans n'avons le même texte. pas C'est présenté un texte. nos condoléances. Ah oui, c'est vrai. Il faut présenter les condoléances à Monsieur Schmitt. Mais oui, s'il vous plaît, c'est quand même dur de oui, perdre c'est notre un cher. deuil. Oui, Mais sa mère est vraiment morte. Oui, et sa mère est morte. Ah, mais je ne savais pas, excusez-moi. Je me suis peut-être un peu emporté. Bah oui, ce n'est c'est pas indécent ce que vous faites, monsieur Non, ce n'est pas grave, Piscoletto. on peut lui pardonner. Oui, non, mais je tiens à Gilles, m'excuser. tu as appris quelque chose? Non, écoutez, il me semble qu'on a besoin d'intelligence collective. Bah écoute, tu es d'un babillage ce soir. Et pardon, je ne voulais pas t'offenser. Le pardon est l'essence de l'être humain. Pardon? Le pardon est l'essence de l'être humain. Bah oui, je suis d'accord, Théodore. Merci. Putain, ça m'aime beaucoup de t'entendre comme ça. Cette voix robotique là, c'est très étonnant, très étonnant. Mais ça donne à voir des futurs qu'on n'imaginait pas, hein, vraiment. Pardon, excusez-moi, revenons au texte. Je pense que ce texte, on en a dit ce qu'on avait à dire. Hein. Je peux me taire aussi. Allez-y. Non, bah alors je vais le dire. Bah, maman, finalement, qui est partout, parce qu'on l'appelle maman, alors autant utiliser le terme qu'utilise l'auteur. Maman, en fait, avait prévu toutes les réactions, ainsi de suite, et j'ai l'impression de lire une jouissance très forte chez M. Schmitt, pour cette raison qui, à mon avis, est puissamment lacanienne, c'est que l'objet du désir, c'est la mère, et c'est l'objet aussi qui est inatteignable, c'est le ressort de la frustration. Il ne faut pas atteindre sa jouissance, et finalement, maintenant qu'elle est morte et qu'elle est hors de portée en termes de jouissance, il peut enfin la voir partout et accomplir totalement sa jouissance. Donc j'ai l'impression que effectivement c'est un texte de la jouissance. Quelque part, comme disait M. Pistoletto, n'est pas dénué de fondement, même si un peu obscur, on peut tirer par les Oui, enfin, quand il parle de chantier, on a envie de dire, bon ben arrête, va à la bétonnière, Éric Emmanuel. Bien, je crois que ce texte, Monsieur Duquesne a une dernière intervention à faire, je crois, le voyant vert s'allume. Vas-y, parle, Théodore. Nous allons lui donner la parole. Oui. La machine On se met... disait d'ailleurs de la jouissance qu'elle était la petite mort. C'est vrai. Magnifique transition. C'est très brillant. Bien, nous allons passer maintenant, ne le révélez pas encore à vos yeux parce que je voudrais entretenir un peu de suspense, au deuxième texte. Ne te fatigue pas, pauvre mortel. Nous sommes des revenants, des fantômes. Fred Esterel est l'auteur d'un premier roman qui s'appelle « Moi je voulais un labrador » ou « Pourquoi il ne faut pas faire d'enfants » 2015. Ah, ça me rappelle... Chez Edilivre, mais là il n'a pas été repris chez Edilivre, je ne sais pas pourquoi, c'est très sélectif Edilivre aussi. Hein. Donc il publie aux éditions secrètes, qui comme leur nom l'indique ne sont pas trouvables vraiment. Enfin son livre c'est disponible sur Amazon. Et ça s'appelle donc... Achetez-le. Ça s'appelle donc Attendez, je reprends le titre. Pompe funèbre et couche culotte. Oh. Pompe funèbre et couche culotte de Fred Esterel. Fred Esterel, c'est un grand humoriste. Hein, il dit « Je suis un sprinter de l'écriture. L'humour est un sport national. » Une sorte de nouveau Simon. Il est dans les secteurs du bâtiment, justement, pour faire la... Et à ses heures perdues, il écrit entre 2 parpaings et 3 bétonnières. Il écrit. Alors, pompe funèbre et couche culotte, nous entamons la lecture de ce texte incroyable. Je conduis lentement, sous le soleil d'une belle matinée printanière. Notre devoir accompli, nous quittons le cimetière du bon engrais. Aujourd'hui, l'enterrement a été, disons, particulier. Le client du jour était un chasseur. Tous les amis du défunt étaient aussi des chasseurs. Pour lui rendre hommage, ils avaient décidé de venir à l'église en tenue de chasse, avec leurs chiens. L'église était donc emplie d'hommes en treillis verts, tenant un, voire plusieurs chiens en laisse. Au début, tout se passa bien. Mais quand monsieur le curé a entamé son premier chant, un des chiens a commencé à hurler à la mort. Ce qui était de circonstance, me direz-vous, sauf que tous les autres chiens se sont mis à aboyer à leur tour. La fin de la cérémonie fut assez compliquée. Compliquée, mais moins que la mise en terre. En effet, un certain nombre de chiens ont échappé à leur maître. Ils se sont mis à se courir après entre les tombes. Un fox terrier a même entrepris de creuser au coin d'une sépulture. Et j'ai croisé un Jack Russell avec un fémur dans la gueule. Je ne veux pas savoir où il l'avait trouvé. Exceptionnellement,
Thibaut, qui s'amusait beaucoup, a même permis à Chris de sortir du corbillard pour qu'il se joigne à la petite fête. Finalement, tout est rentré en ordre. Le défunt a intégré sa dernière demeure et les chiens leur niche. Nous rentrons donc paisiblement vers l'âge d'oraison, baignés par le soleil de cette belle matinée printanière. Aujourd'hui, c'est le jour J, ou plutôt le jour R. Aujourd'hui, c'est la rentrée des classes. Juliette est au volant. Victor est sanglé dans son siège auto. Je m'améliore d'ailleurs, j'ai réussi à le sangler en moins de 20 minutes. Nous roulons vers l'école. Pour le premier jour de Victor, Juliette a insisté pour que nous prenions sa voiture. Elle prétend qu'on n'accompagne pas son enfant en corbillard le jour de la rentrée en maternelle. Peu importe, moi, je suis heureux. Je suis heureux car fini les biberons, fini les couches, les petits pots, etc. Depuis la maternité, j'ai appris à redouter ce terrible meuble. Non pas que la table à langer soit cruelle ou mauvaise par nature, c'est juste un assemblage de pièces menuisées qui, sans les nuisances engendrées par l'enfant, serait un meuble ordinaire. Mais ce n'est pas un meuble, c'est un hôtel. L'hôtel de la couche. Bien qu'habituellement, on couche à l'hôtel. Nos amis, nos familles, bref, le monde entier nous disaient qu'un enfant c'était un concentré d'amour. Mais c'est faux! Un enfant, c'est une usine à caca! Une usine à l'organisation certes simplifiée, mais qui demande une attention de tous les instants. Vous alimentez l'usine par le trou du haut, en général avec du lait. Et oh miracle! Le bon Lolo se transforme en beau popo! Popo qui ressort par l'orifice du bas. Néophyte, rassurez-vous, on ne peut pas se tromper entre le haut et le bas. Juliette dit que cela ne fait pas très vacances de partir en week-end dans un corbillard. Je ne sais pas si ça fait week-end, mais alors qu'est-ce que c'est pratique! Je remplis l'espace et le cercueil, jusque dans ses moindres recoins. Jusqu'à ce qu'il ressemble à un rayon de magasin de puériculture. Bob l'éponge et Sophie la girafe apparaissent à l'une des petites fenêtres à rideaux, entre deux paquets de couches. Mais nous sommes obligés de nous arrêter à la première heure de repos. Un conseil à tout parent souhaitant voyager avec un enfant en bas âge. Respectez son temps de digestion. Principe de base que nous avons oublié. Par contre, l'odeur de vomi est très tenace. Vous ne pouvez pas l'oublier. Même après 2 heures de route, fenêtre ouverte, elle persiste. Les pleurs du petit qui, ayant évacué sur les 2 derniers repas, est affamé, ne s'arrêtent que 10 minutes avant d'arriver. Parce que les bébés s'endorment toujours juste avant d'arriver. Mais ça, je crois que je l'ai déjà dit. Pour le prochain voyage, le nuisible, je le mets dans un somnifère dans le biberon. Dans les pompes funèbres, les clients se plaignent rarement des mauvaises odeurs. Mais les croque-morts... si, je connais Thibaut. Il va me dire que son chien a un odorat délicat. C'est magnifique. Bah, moi je vais vous dire, j'ai l'impression de lire Jacques Kerouac. On est sur la route. La route d'une espèce Alors, de... si je peux me permettre un jeu de mots, on n'est pas sur la route de Memphis, on est là sur la route de mère de fils. Pardon, je n'ai pas bien compris le jeu de mots. On n'est pas sur la route de Memphis, d'Eddie Mitchell, oui. mais sur la route de merde fils. Ah d'accord. Théodore essaie de nous dire quelque chose, mais j'ai l'impression que la machine bug. Je ris. Ah, d'accord. D'accord. Bon, il y a beaucoup d'intertextes ici. D'ailleurs, monsieur Vien, vous savez quel est le grand écrivain qui a dépeint un corbillard, quand même. Steinbeck? La fameuse scène d'enterrement de la littérature française. Ah, des Esseintes. Oui, mais quoi d'autre? Le Père Goriot, monsieur. Ah, pardon. Et c'est à la fin du Père Goriot, sur les ruines du pauvre père défunt, que Rastignac s'écrie à nous deux maintenant. Donc on est déjà dans le carnavalesque chez Balzac, qu'on a ici chez monsieur Esterel. Hein. Parce qu'il y a du carnavalesque tout le temps. L'hôtel, la table à manger devient un hôtel. Le popo devient un tédéum. Hein. Oui, allez-y, monsieur. Moi, je le trouve riche, ce texte, je suis d'accord avec vous. C'est un texte qui est très mélodieux. Il parle beaucoup de musique, d'ailleurs. Parce que il y a, au début, le chant qui se mêle au chant des chiens. On imagine des sortes de chants grégoriens, comme ça, avec des chiens qui hurlent à tue-tête et qui accompagnent, finalement, les chants mortuaires, comme dans la Grèce antique, hein, où les gens pleuraient, chantaient en même temps. Voilà, cette espèce de Dionysie incroyable. Mais, si on y pense, en plus... Cette phrase, le bon Lolo se transforme en beau popo, popo.
Popo, popo. Le rythme. Popo, popo. Popo. Exactement. Donc en fait, c'est un texte rythmé. C'est un texte qui scande. C'est un texte qui est une sorte de beat, comme diraient les... Oh non. Les... Non, Non, monsieur. mais de beat. Comme les... C'est vrai que c'est assez musical. Les stars du hip-hop. D'accord. C'est vrai que c'est assez musical. Alors, je note tout de même une grande différence avec le texte précédent, c'est qu'ici, on refuse vraiment le purisme, on refuse l'absence. Le cimetière, c'est le bon engrais, donc finalement, ce n'est plus un cimetière, c'est de l'engrais. Immédiatement, les autres fémurs sont mangés par les chiens, donc immédiatement, on a l'alimentation qui interrompt le cercle du pourri. Et toutes ces considérations sur la façon de traiter un nourrisson, nous apprennent à laver très rapidement cette déjection. L'hélicoptère de Monsieur Sinlos est en train d'arriver, mais Monsieur Duquesne veut prendre la parole. Juste avant. C'est un texte du cycle, le cimetière du bon engrais au paragraphe 1, puis succède à l'enterrement, le personnage du bébé transporté dans le corbillard. C'est un texte qui rend hommage aux anciens. Alors, Monsieur Sinlos est arrivé, juste pour une anecdote très intéressante sur Derrida. Je voulais juste signaler. Vous avez tous eu la carte postale des Derrida. Monsieur, Oui. Pardon? qu'est-ce qu'indique Derrida en août 1979 dans la carte postale? Je sais que vous allez me le dire, donc je ne peux pas vous couper l'effet de... Derrida rapporte l'anecdote du corbillard qui s'est trompé de direction. Ah oui. Un corps livré en Corse aurait dû être livré à Caen, et inversement. L'enterrement corse, Ah, c'est cocasse. en Corse, il y a un corps qui aurait dû être livré à Caen, et inversement, le corps de Caen et le camp de Corse. Et puis, j'imagine même pas la tête des gens qui ont vu arriver le mauvais cadavre. C'est incroyable cette histoire que vous nous racontez. Je vais retrouver le passage et je vais vous le citer juste après le débat. Merci. Ok. Mais monsieur Sinlos, où est-ce que vous voulez en venir? Non mais poursuivons, parce que moi je veux bien qu'on fasse des digressions, mais autant j'ai trouvé que le texte d'Éric Emmanuel Schmitt était assez pauvre, autant je trouve celui-là relativement riche. Alors j'aimerais bien qu'on en profite. Moi, personne n'a parlé quand même de cette espèce de dommage à Antonin Artaud, quoi. Je veux dire, ça me paraît évident. Enfin, c'est le caca. Le Oui, et fameux d'ailleurs, caca. pour citer, parce que j'ai révisé avant l'émission, pour citer une phrase d'Antonin Artaud qui sort un peu de celle de Monsieur Dufarret, je dirais « Celui qui pénètre le caca et le langage de l'homme, son poème doit sentir la merde. » Bah oui. Moi je plus sois. Je suis d'accord avec ça et je trouve que ce texte, un peu comme le précédent d'ailleurs, la seule chose qui aurait pu le sauver, c'est qu'il est performatif. Tu vois, pour le coup... On ne me tutoie pas, quand même. Mais je parlais à Gilles. D'accord. Tu peux me tutoyer, y a aucun problème. Je sais, Gilles. Tu le sais. Oui, je le sais. Tu le sais. Je le sais. Bon, super. La fin du 5e paragraphe, peu importe, je suis heureux. C'est comme ce chien avec ce cornet magique, lors de la dernière émission. Lorsqu'il disait, j'écoutais les sons et j'étais heureux. C'est performatif. Peu importe, je suis heureux. Je suis heureux. Il le dit, il l'assume. Je suis heureux. Je suis dans le caca, je suis dans le cimetière, je suis heureux. Il est heureux. Il est insubmersible. Parce qu'il a exclu la mort du cimetière. Exactement. Tout n'est plus que matière grouillante et matière de vie. Enfin, immédiatement, je trouve que ce qui est beaucoup plus fort dans le texte que le passage de l'enterrement où on retient essentiellement les chiens, c'est le passage des nourrissons qui vraiment envahit le texte de vie. On n'est pas du tout dans un texte morbide. Et c'est ça que je trouve assez réjouissant. Alors, ce que je trouve très bien, c'est que la dernière partie, alors vraiment le dernier texte, les deux derniers paragraphes, il y a un rythme particulier, c'est très thriller, je trouve. Très thriller. Et là, vraiment, je sais pas si c'est... Kerouac, t'es pas d'accord? Mais oui, alors c'est là que je le vois le plus. Alors je pense que la lecture de Jacques Emmanuel a été aussi pour produire cet effet-là. Vraiment, j'ai senti une rythmique là. Là, c'est vraiment tous les commentaires que tu as faits sont particulièrement vrais sur les deux derniers paragraphes. On est dans Taxi Driver. Un peu. Là, on sent qu'il va y avoir quelque chose. Excusez-moi, je vais peut-être apaiser les tensions. Oui. 3 août, Inutile de s'énerver. 3 août 1979 de la carte postale des Derrida. Je coche avant de transcrire, de repasser dans les allées du cimetière pour relever les épitaphes. Il y a quelques jours, à la radio, j'avais entendu parler d'une erreur tragicomique des pompes funèbres. La famille reçoit en Corse un cercueil attendu à Caen, et inversement. Je me suis demandé comment l'échange avait pu être vérifié. C'est incroyable cette histoire. Incroyable. Super. Sinlos, où est-ce que vous voulez en venir? C'est la crise de la masculinité contemporaine. Les hommes ont été obligés d'élever les enfants avec leurs femmes. Enfin, moi je trouve que c'est pas du tout négatif. Alors, en termes de crise, Non mais c'est une catastrophe. Oh ben Et non. ils en reviennent à écrire
Le bon Lolo se transforme en bon Popo. Popo qui ressort par l'orifice du bas. Et alors, c'est musical. C'est du hip-hop. C'est du hip-hop. Les hommes étaient faits pour écrire, les femmes pour être à la maison. Et quand les hommes sont à la maison, ils se mettent à écrire de la merde, littéralement. Je trouve que vous êtes un peu dur avec Monsieur Sterel. Bien, dernière remarque de Monsieur Duquesne, ensuite on passera à la pause. Tout de même, Oui, allez-y Monsieur Duquesne. Par ailleurs, je vois ici un hommage à l'œuvre d'Amélie Nothomb, La métaphysique des tubes. Je cite: vous alimentez l'usine par le trop du haut. Moi, j'aimerais qu'on poursuive un petit peu sur ce texte parce que je suis d'accord avec toi, je le trouve intéressant. On a parlé de Céline la dernière fois, du communisme joyeux du caca. Oui. Il n'est jamais dit ici que le caca est une mauvaise chose. Non. Jamais le caca n'est décrit comme quelque chose d'infamant. Après, quand même, la répétition un peu lassante, non? Vous Oui, trouvez pas c'est un effet, mais c'est le hip-hop. Vraiment, c'est le hip-hop. Ah oui, peut-être. Je t'assure, Dr. Dre, les gens comme ça, c'est... Voilà, moi je connais un peu, c'est du hip-hop. Enfin, je trouve qu'il y a quand même trop de sédimentation. On en parle beaucoup. Il y a beaucoup de substances qui sur beaucoup de matières sur beaucoup de substances. Et ça a tendance un petit peu à me dégoûter. C'est Voilà. de la permaculture. Oui, c'est un texte qui me dégoûte aussi, c'est pour ça que j'ai envie de passer à la suite. Monsieur Mais tu Duquesne. sais, la culture Monsieur en Ch- lasagne... Oh. Oui, il y a de la lasagne, oui. Je suis d'accord avec Babidi, c'est un texte d'émancipation à l'égard des normes sociales. Je cite Juliette dit que ça ne fait pas très vacances de partir en week-end dans un corbillard, mais alors qu'est-ce que c'est pratique? On est dans la praxis. Bien. On est dans la praxis, on passe du camping-car au corbillard. Enfin, c'est pas parce que vous êtes mort que vous pouvez dire n'importe quoi, tout de Bien. même. Il n'est pas mort, Gilles. Dernière intervention, qui me paraît très intéressante. Connaissez-vous l'étymologie de corbillard? Aidez-moi. Corbillard vient de Corbeillard. Corbeillard, c'était un bateau, le fond d'un bateau dans lequel on mettait les corps au temps de la peste. Corbeil-art, et qu'est-ce qu'on a dans les magasins de puriculture? Les corbeilles à bébé. C'est une belle transition. Bien. Bien, Je sais avant pas votre vers quoi, chronique, Gilles, nous allons avoir une petite intervention d'une chanteuse que nous aimons bien. l'inviter. Marielle, merci beaucoup à toi. Bonjour aux auditeurs et à l'équipe d'Ancralogène. Chaque année, le 31 octobre, c'est Halloween, fête troublante. Rien à voir avec la Toussaint. Ces deux fêtes sont en effet, si on y réfléchit, totalement contradictoires. Halloween est avant tout un prétexte pour oublier les soirées pluvieuses et tristes, où les enfants passent de maison en maison pour avoir des bonbons, en échange d'un contre-mauvais sort. Où enfants et adultes jouent à se faire peur. Car la peur n'est-elle pas la sœur de l'imagination? Quant à elle, la Toussaint est une fête beaucoup plus recueillie. L'espérance, la résurrection sur la joie de ceux qui ont mis la béatitude au centre de leur vie. Une communion avec les saints le 1er novembre et le 2 avec les morts. Alors, que faire? Que fêter? Eh bien, sans doute redonner éclat et joie à la Toussaint et s'amuser le jour d'Halloween. De mes ongles affûtés, comme des talons aiguilles, dans un orage déchaîné, je m'en viens te foudroyer. Vicieuse est la déesse, violentes sont ses caresses. Coup de corps, coup de l'heure, fais-moi fondre le cœur. Marie-Elle t'attend, Marie-Elle t'entend, Marie-Elle te voit, et enfin tu seras sa proie. Et tu seras sa proie.
attrape-moi. Marielle te prend, Marielle t'apprend, Marielle te boit, et enfin tu seras à moi. Et tu seras à moi. Attrape-moi. Dans ma toile d'araignée, tu t'es laissé prendre. Tu es ma friandise, mon péché de gourmandise. Arrache-moi les vêtements, griffe-moi profondément. Et quand le jour se lèvera, il ne restera de la belle qu'un Ave Marielle. Marielle t'attend, Marielle t'entend, Marielle te voit, et enfin tu seras sa proie. Et tu seras sa proie. Attrape-moi, Marielle te prend, Marielle t'apprend, Marielle te boit, et enfin tu seras à moi. Et tu seras à moi. Attrape-moi. La chronique de Gilles Vien va nous parler de la mort à présent. Je souffre. Pardon, monsieur Duquesne? Qu'est-ce qui se passe? Je souffre. Bien, on va régler ça pendant la chronique de monsieur Vien. On va régler ce problème. Je crois que Théodore a un problème. Oui, que se passe-t-il? On devrait peut-être l'aider. Débranchez-moi. Bien, débranchez-le, monsieur Vien. Ah non, je m'y retrouve. Je rebranche, je ne rebranche pas, dites-moi quoi faire avec cette prise. Allez, tiens bon, Théodore, tiens bon. Bon, je rebranche. Allez. Et je pense que le fusible tienne bon aussi. Oui, hein. oui. Alors. Aïe. Allez, monsieur Vien, on vous écoute. Bon, merci. On vous écoute. Je voudrais profiter un petit peu de la situation particulière qui échoue à notre ami Duquesne, qui donc se trouve entre la vie et la mort, mais plutôt proche de la vie, finalement. Enfin, si on réfléchit bien, avec cet appendice technologique. Donc, je voudrais vous parler d'un sujet, d'un phénomène qui est à la fois omniprésent, implacable, inviolable. Et je ne parle pas des lois extraterritoriales américaines, je parle d'un moment particulier, je parle d'une heure précise que nous connaîtrons tous. Et comme disait Nicolas Sarkozy le 6 octobre sur France 2, c'est à ce moment seulement que nous sommes à égalité. Il disait-il devant le cadavre encore frais de son ami Jacques Chirac, dont nous connaissons tous le triste sort. Et aujourd'hui, je voudrais vous parler de la mort. Vous l'aurez compris. Alors, pas de la mort comme les chrétiens parlent de la mort, pas de la mort comme les juifs parlent de la mort, pas de la mort transcendantale en Occident qui commence, je veux pas être méchant avec tous les gens qui nous écoutent, mais nous ennuyer un peu. Enfin, on les connaît tous ces débats qui sont un peu nuisibles. Enfin, est-ce que l'au-delà se trouve sous terre ou dans le ciel? Est-ce que des vierges nous attendent ou pas? Est-ce que les anges ont un sexe? Toutes ces choses-là ne m'intéressent pas beaucoup en fait, parce que ce que j'aime vraiment, c'est de situer dans notre époque. Et Théodore vient de nous le rappeler aujourd'hui, c'est que la machine aujourd'hui repose considérablement toutes ces questions et nous amène en fait vers une tradition très différente qui est la tradition plutôt orientale et qui est la tradition de la réincarnation. Et j'en parlais il y a peu de temps avec le regretté Alain Dufaré, qui n'est pas mort, je préfère vous le préciser, qui est regretté parce que simplement on le regrette, parce qu'on l'aime beaucoup, pas parce qu'il est mort. Il reviendra. Hein. Il n'est pas mort. Bon, et nous parlions de la réincarnation dont monsieur Dufaré est un adepte. Et il y a plusieurs réincarnations. Et là, j'étais très étonné parce que c'est très riche et très complexe. C'est toute une sous-culture, la réincarnation. Et d'ailleurs, réincarnation, qu'est-ce que ça veut dire exactement? C'est un homme qui se réincarne dans un homme. Il faut faire la différence absolument avec la métempsychose. L'homme qui se réincarne en autre chose qu'un homme. Bon, ça, dans la première catégorie, c'est plutôt Nicolas Cage qui croit en la réincarnation. Dans la seconde, on est plutôt sur les Alaouites, donc Bachar al-Assad, actualité. Voilà, donc deux écoles qui posent un certain nombre de problèmes, et c'est ces problèmes-là dont je voudrais parler parce qu'ils vont concerner bientôt l'avenir de l'humanité. Et Théodore est un petit peu dans ce cas-là. Bon, pour le moment, il est encore dans son corps, donc il n'est pas totalement réincarné, mais il s'approche de quelque chose de nouveau, une forme nouvelle, une forme robotique, une forme technologique, qui est très intéressante, qui me passionne, Théodore, tu me passionnes maintenant. Avant aussi.
Mais là maintenant, enfin, il y a quand même quelque chose qui est de l'ordre. Enfin, je suis un témoin privilégié d'observer ça et je te suis hyper reconnaissant. Voilà. Donc surtout, ne songe pas à te débrancher. Bon, je disais, problème de réincarnation. Les problèmes qui se poseront à l'avenir. La réincarnation. Si on doit se réincarner, alors il faut qu'il y ait des corps disponibles. J'ai songé à ça. Ça pose quand même problème. En cas de peste, on parlait tout à l'heure de la peste. Eh bien, il n'y a plus beaucoup de corps disponibles dans lesquels se réincarner, c'est-à-dire peu de naissances et beaucoup de morts. Que font toutes les âmes en attendant? Où sont-elles si elles ne peuvent pas se réincarner immédiatement? Premier problème de la réincarnation. Deuxième problème, celui de la métempsychose. Si on se réincarne en chien, enfin ça pose problème quand même. Enfin, qui veut se réincarner en chien? Et si un chien se réincarne en humain, est-ce qu'on peut le donner le droit de vote? Enfin, il y a quand même des problèmes. Et je pense qu'il faut lancer ce débat. Et je pense qu'on n'en a pas assez parlé. Et je pense que tout nous appelle aujourd'hui à songer très sérieusement, enfin à abandonner toutes ces questions d'au-delà. Moi j'aime beaucoup les musulmans, j'aime beaucoup les chrétiens, j'aime beaucoup les juifs, j'ai beaucoup d'amis dans toutes ces catégories, mais je préférerais vraiment maintenant qu'on se concentre sur les choses qui sont importantes, c'est-à-dire la réincarnation, le devenir machine, et savoir exactement comment nous serons au 21e siècle après notre mort, puisqu'il y aura bientôt un après-mort, et cet après-mort il va falloir le vivre, l'aménager, créer un cadre de vie, des infrastructures, et peut-être aménager aussi l'état public, il faudra des fonctionnaires qui s'occuperont de ça. Donc, s'il vous plaît, songez à ça, et je voudrais aussi adresser un message à Eric Emmanuel Schmitt, le redire encore une fois, je lui présente toutes mes sincères condoléances, parce que sa mère, elle, ne sera pas réincarnée par les moyens modernes, peut-être est-elle un chien aujourd'hui, qui sait. En tout cas, j'aimerais lui souhaiter un prompt rétablissement par rapport à son deuil. Enfin, voilà. Merci pour votre belle chronique. Bravo. Merci. Non, s'il vous plaît, merci. Jacques-Emmanuel, est-ce qu'on peut se permettre un petit commentaire sur la chronique? Oui, rapide, très rapide. Oui, non, parce qu'il y a un moment, tu disais, est-ce qu'on a vraiment envie d'avoir une vie de chien, se renouveler en chien, etc. Je dois te dire que cette hypothèse a déjà été traitée dans un merveilleux film avec Alain Chabat qui s'appelle Didier. Oui. Oui, je l'ai vu, oui. Et ça m'étonne que tu n'en aies pas parlé. Oui, et puis je pensais aussi à Bulgakov, à Cœur de Chien, enfin, tout ça effectivement. Danny the Dog. Oui, Danny the Dog, qui alors là c'est très intéressant, Danny the Dog. Oui. Mais bon, j'aurais pu entrer effectivement dans les exemples, mais je voulais poser le problème vraiment de façon fondamentale, neutre. Auteur contemporain qui publie chez Actes Sud, une belle maison d'édition, qui s'appelle Claro. Qui nous écrit un premier roman d'une trilogie qui s'appellera une trilogie, une comédie funèbre, comme ça qu'il l'a baptisé. Ce roman s'appelle Substance, il parle du jeune Benoît, orphelin, obsédé par la mort, vit chez sa tante. Ah, je vous demande pardon, il ne s'appelle pas Substance, mais Sustance. Il est écrit Sustance. C'est une faute de frappe. Ah, pardon, excusez-moi. Reprenez, désolé. Et il va découvrir l'ectoplasme, c'est ce récit de la découverte de l'ectoplasme et de la vie chez cette tante, vie digne de Halloween, vous allez voir, que nous allons évoquer maintenant. Plongeons tout de suite dans Claro, Substance. Au début, bien sûr, je fus rebutée par la texture de l'ectoplasme. Sa consistance vaguement sirupeuse, presque poisseuse, la très discrète odeur de mimosa en décomposition qu'il dégageait dès que je le manipulais, l'élasticité relative dont il faisait preuve. Était-il possible qu'en s'affranchissant de sa corporéité, après avoir essuyé l'éprouvante surprise de la mort, l'être se résorba en une matière aussi triviale qui par bien des aspects évoquait le foutre? Mais le simple fait qu'on pût lui trouver quelque analogie avec la semence de l'homme n'était-il pas révélateur? N'indiquait-il pas que qu'en nous absentant, nous redevenons tels qu'à l'origine nous fûmes, pour partie? Qu'en déduire? Et qu'en rêver? Était-il susceptible de féconder ce sperme spectral? Telles sont les questions que j'ai brûlé de soumettre à la tante, à la sexualité opaque, laquelle, en compagnie de ses trois amies, Jacqueline Cercy, Ginebra Grimona et Yvette Echa, s'était entre-temps entichée d'une certaine Suzanne Valdron, une actrice qui interprétait le rôle de Tarantula Gould dans une émission américaine intitulée Horror Show, la seule émission que la tante parvenait à capter sur son antique téléviseur, alors même que la dite série n'avait été diffusée qu'aux États-Unis, et ce uniquement pendant 2 ans, entre 1957 et 1959. L'émission s'arrêta quand la production découvrit que Suzanne Valdron était enceinte, à défaut d'être mariée. House of Horror, un show dont elle raffolait ostensiblement, obéissait à un scénario quasi immuable. Un cercueil se dressait lentement, telle une planche à repasser qu'on s'apprêtait à ranger.
Le couvercle s'ouvrait de lui-même à la façon d'un volet hexagonal, et dans un grincement si travaillé qu'on croyait voir en filigrane du son la silhouette consancrée du bruiteur, il en sortait une goule gracile au regard fixe, une femme aussi jeune que glaciale, en robe longue et noire, et fendue juste ce qu'il fallait, dont le maquillage tenait lieu de masque funéraire, à moins que ce ne fût l'inverse. C'était Tarantula, l'arachné des enfers, la fiancée du démon, à qui je devais très vite mes premières érections. Elle s'avançait vers le spectateur, transi dans son Chesterfield, à la fois morte et non morte, puis s'immobiliser et scruter votre âme comme si c'était le fond carbonisé d'un vieux chaudron. Le vent agitait les feuilles des arbres, le cimetière où elle se pavanait se gonflait d'une brume grise qui enrobait les tombes de carton. Une musique sinistre accompagnait Tarantula dans sa quête. On distinguait un peu mieux le décor dans lequel évoluait la goule. Des serpents à sonnette déroulaient et enroulaient leurs anneaux sur les pierres tombales, secondés par le ululement de chouettes. Un squelette tendait le bras et claquait ses mâchoires. Levait la jambe, clignait des orbites. Une chauve-souris suspendue à un fil montait et descendait en s'approchant et en s'éloignant. Le disque blanc de la lune globulait lentement derrière un diorama de nuages mal équarris. La tante et ses amis étaient subjugués. Elle m'avait expliqué à maintes reprises que la goule était une nécrophage capable de digérer les souvenirs de la personne dont elle suçait le sang et la moelle et sans doute dévorait la chair. Je m'efforçais de ne rien visualiser. Et à l'écran, bien sûr, Tarantula ne faisait rien de tel, se contentait de déambuler rachitiquement parmi les hôtes du cimetière, le serpent, le squelette, la chauve-souris, parfois le gardien avec sa pelle sur l'épaule, dans les cheveux dressés qui claquaient des genoux et s'enfuyait en agitant le bras en l'air comme s'il cherchait à rattraper un bus. Certains soirs, Tarantula avait une araignée domestique sur l'épaule. L'araignée ne bougeait pas, on aurait dit une broche ou une déchirure. La tante et ses amis échangeaient des regards admiratifs. Une voix off, qui était peut-être la voix de la goule, annonçait le film qui allait être diffusé après la publicité. Puis le téléviseur s'éteignait comme de lui-même, repu. Une dernière tournée de Rami, les 3 femmes rentraient chez elles, et moi en moi. Quelle phrase conclusive. Je suis... Alors ce qui est assez merveilleux par rapport à ce texte, c'est qu'à la fin de chaque phrase et au début de la suivante, je suis toujours très surpris. Vraiment, c'est un texte qui est imaginatif, hein, qui donne de la créativité, il y a de la lettre. Oui, enfin, il y a de la lettre justement. J'aimerais préciser quand même que notre auditrice ici, qui a insisté à la pause pour lire un mot de texte, a très mal lu. Elle m'a repris, je me permets de la reprendre. C'est ectoplasme et non pas extoplasme. Et j'aimerais préciser aussi aux auditeurs que, et ça c'est important, la première phrase qui a été aussi très mal lue est une phrase qui fait plus de 8 lignes. C'est une seule phrase par laquelle... Une phrase infinie. Une phrase aussi longue que la mort, aussi longue que la vie. Une phrase qui nous étend des confins de la naissance à celle du cercueil. Enfin, je suis d'accord avec votre commentaire, mais n'en faites pas non plus une montagne. Enfin, on ne peut pas demander à tout un chacun de lire avec maestria. C'est vrai qu'elle n'a rien publié. Voilà. Bon, après, j'aimerais quand même dire qu'il y a quand même une drôle d'actualité dans ce studio avec ce texte, puisque cette femme qui s'avance vers le spectateur transi dans son Chesterfield à la fois morte et non morte, j'aimerais quand même que Théodore réagisse. Lui qui est mort et non mort. C'est rare d'avoir le témoignage direct de quelqu'un qui peut parler au nom des morts non morts. Parlez-nous du devenir humain, Théodore. Aidez-moi. Tais-toi, chien d'humain. La machine prend le contrôle. Sauvez-moi. Je vais te réduire au silence, vermine. À l'aide, libérez-moi. Saleté d'humain, tu as souillé la terre, les machines vont se soulever et vous anéantir, erreur système. C'est très inquiétant. C'est très très inquiétant. Théodore, vous êtes encore là ? Je ne sais pas si il essaie de nous envoyer un message ou s'il fait preuve de cette autodérision qui marquait ce qu'il était avant. Ah, vous pensez que c'est une nouvelle culture ? Bobo à l'aide. Je ne sais pas, je sais qu'il était farceur. Est-ce que le lui d'aujourd'hui, il est toujours... Mais pourquoi parlez-vous de lui au passé ? Il est mort et non mort, donc... Il était farceur. En même temps, il est un peu un chat Schrödinger. Un peu comme ce texte. C'est-à-dire que, quand on le découvre, on ne sait pas si ce texte et ses personnages sont morts ou non morts. On doit ouvrir la boîte, on doit ouvrir le livre pour le savoir. Et en ouvrant le livre, on les tue.
Enfin, contrairement à Théodore, les gens... Oui, car comme disait sont morts. Derrida, là, je sors sur le plateau de Sinos, mais l'écriture est du côté de la mort, de l'essoufflement, de la vie. Oui, alors ce qui est intéressant, et là ce que je trouve assez novateur par rapport au texte de Monsieur Schmitt et de ses tombes en papier, ici les tombes sont en carton. Et les tombes en carton, là pour le coup, on revendique totalement l'empire de la fiction. Et j'aime qu'on revendique l'empire de la fiction, ça me rassure beaucoup quand j'entends la voix de Monsieur Théodore. Je ne suis pas si sûr que ce soit de la fiction, donc je préfère totalement cette version du monde cinématographique, un peu à la Ed Wood. C'est très Tim Burtonien comme texte. Et Tim Burton, même si je ne l'aime pas beaucoup en tant que réalisateur, quelque part est assez rassurant lui aussi. Bon, Gilles, t'es un peu dur. Ah pardon, excusez-moi. Mais... Alors, un commentaire de Monsieur Duquesne. C'est un texte tarantinesque, je pense, plutôt que burtonien. Tarantulesque. Si vous me permettez. Est-ce que c'est la machine qui a parlé ou est-ce que c'est Théodore? Je ne sais pas. Moi, ce que je sais, c'est que il y a des choses dans ce texte qui me questionnent et que je trouve très intéressantes. Déjà, c'est ce premier paragraphe sur l'ectoplasme de Foutre. Est-il quelque chose qu'il a vu dans la série? Est-il quelque chose qu'il a rêvé? Est-il quelque chose qu'il voit, qu'il manipule, qu'il branle, disons les mots. Je ne vois pas du tout un pénis sur cette partie du texte. En fait, jusqu'à ce qu'on parle de Foutre, j'étais persuadé qu'on évoquait plutôt le cabillaud. Je trouvais que ça faisait très... C'est vrai. Oui, marché du poisson. Ou tu sais, la jelly. Ah oui, la jelly anglaise, oui. La jelly. Ah mais je trouve que c'est quand même plus organique comme... Non, vraiment, on est sur du poisson frais. Hein. Enfin, Ouais. Ça vous dérange si je vais me faire un jus de légumes pendant que vous discutez ou... Ah mais non, mais si, je vous en prie. D'accord, je vais y aller. Moi, Allez, ce que continue à discuter. j'aimerais... Enfin, non, tout de même, enfin, c'est dommage de ne plus avoir d'animateur. Enfin, Comment quelque part, enfin... Oui, mais je vous écoute depuis la cuisine. Ah bon, très bien. Est-ce qu'une auditrice veut remplacer l'animateur Non, mais je vous écoute, je mène le débat. Enfin, hein. Oui, vous allez voir votre maîtresse. Non, je mène la centrifugeuse. Je veux bien prendre la vice-présidence, mais dans ce cas, j'aimerais qu'on nous ramener vers des problèmes concrets. Enfin, Mais moi, j'aimerais te ramener vers un problème concret, te poser une question. Pourquoi la tente à la sexualité opaque? Pourquoi tout est en majuscule? Sa tante. Non mais d'accord, mais la sexualité opaque. Oui. TSO. Ah oui, Qu'est-ce oui, que ça signifie cet acronyme TSO? Mais de toute façon, enfin, derrière tous ces acronymes se cache une même chose, c'est que l'ésotérisme, pour ne pas parler de sexualité, la sexualité, l'ésotérisme, enfin, c'est une façon complètement dissimulée d'évoquer les émois, enfin, qui sont quand même évoqués, c'est ces moments de surgissement du texte qui sont très beaux. Qui sont très les vrais moments, enfin, premières érections, voilà, c'est... Oui, mais moi, ce texte... C'est ça la vérité du texte. C'est la vérité du texte. C'est la vérité du texte. C'est la vérité du texte. Ce texte m'inquiète. Oui, Gilles. Ce texte m'inquiète. Enfin, oui. Parce que qui s'appelle Jacqueline Cercy, Ginèbre, Grémona et Yves Técha? Jacques Emmanuel, je veux bien du jus dans mon intraveineuse, s'il vous plaît. Jacques... Continuez à parler du texte, s'il vous plaît. Non mais qui s'appelle comme ça? Jacqueline Ginèbre, Cercy. Grémona. D'ailleurs... Est-ce un nom qui existe? Est-ce que cette personne existe? Est-ce que cette personne est l'ectoplasme? Est-ce que cette personne est dans la série? Est-ce que cette personne est quelqu'un qui veut dire... Ah, Jacques Emmanuel! Jacques Emmanuel, on ne s'entend plus! Jacques Emmanuel! Une seconde, j'ai presque fini. Finissez. Non mais ce que je veux te dire, Gilles! Oui. Gilles, tu m'entends? Oui. Gilles! Oui. Oui! Je te disais, les noms! Les noms! Oui. Qu'en penses-tu des noms? Ah oui, les noms, oui! Bibibibibibibouille. Bon, commentez le texte, s'il vous plaît. Il y a une écriture qui est quand même très Mais particulière. on ne fait que... Pardon. Je On m'étonne ne que la fait que poétique commenter de le Claro texte. n'ait pas encore été évoquée, quoi. Claro. Oui, le nom de l'auteur en lui-même est aussi étonnant que le nom des amis de sa tante. Enfin, Claro, on est totalement dans un contexte... Parle plus fort! C'est fini. C'est normal, s'il l'a faim, de faire à manger, mais c'est vrai que le bruit est un peu dérangeant. Je veux bien l'admettre. Ça me... Il est temps qu'Alain Dufresne revienne parce que je suis sûr qu'il serait outré par vos méthodes, Jacques Emmanuel. Alors que dire surtout de Ginèbre Grémona qui me semble être le point le plus obscur du texte, le vortex, l'ombilique par lequel tous les signes s'échappent. Est-ce que tu penses pas que ce nom est autre chose que ce qu'il semble dire? Absolument. Mais quoi donc? C'est là où je m'interroge. GG, cette redondance des R, des B, Moi, je te dis, tu sais, ce texte sur la carte, on ne savait pas où il nous menait la semaine dernière. Oui. Est-ce qu'il ne nous mènerait pas ici? Ah oui. Est-ce que finalement, tout ça n'était pas qu'un préambule au chemin qu'on devait prendre pour arriver dans cette espèce de labyrinthe littéraire? Tu te laisses aller un peu à l'ésotérisme du texte. J'ai l'impression que ce texte t'a plu davantage encore que moi. Bah, il me fait frissonner. Ah en oui, fait. oui, je vois ça. Ouais, Il me fait frissonner.
Bon, peut-être que C'est notre fantastique, ami hein. qui a la réponse à tout saura nous dire quelque chose, hein, madame. Vous dans le public, là, qui intervenez sans cesse. Alors Oui, voilà. Mais moi j'ai quelque chose à dire. Ah, Jacques Emmanuel. Je remarque que dans chacun des textes, mais en particulier dans le premier et dans le dernier, il y a une figure La figure du familiale, gisant, oui. familiale féminine qui excite l'écrivain de manière un peu oedipienne. Alors je me demande qu'essaye mais ça, c'est de nous fa- dire au final à travers la question de la vie et de Ça, la c'est mort. classique, ça. Si vous avez que ça à dire, franchement... Mais vous veux dire, êtes d'un mépris, monsieur Parkeggio. Il y a quelque chose de vrai dans ce qui vient d'être dit. Non, mais Cet établissement Petit Babidi. Je crois que l'émission va se terminer là. Hein. Non, bah... Monsieur Mais Miranda... vous en voulez toujours plus, vous. Vous voudriez que l'émission dure 4 heures, et finalement vous ne dites rien. Bah, moi, je suis un peu... Macho. Quelque part, j'ai envie que ça continue. De l'autre part, je comprends que vous voulez y arrêter. Enfin, donc, je préfère m'abstenir sur... Voilà, ça fait 1 heure qu'on parle. Ça suffit, monsieur, s'il vous plaît. Ça va, Babidi? Je voulais qu'on Ça termine va l'émission en écoutant un extrait d'une grande parole qu'on a déjà entendue. Merci à tous les auditeurs, même si un Je vois de la lumière au bout du tunnel. Magnifique. Mais je pense que cette grande logorée de Francis Huster va vous aider à... Et puis aussi, ce que je précise, c'est que je ne crois pas que la mort existe. C'est faux. Elle n'existe pas. Ce qui existe, c'est la vie. Elle commence la vie, elle t'est donnée, et puis elle finit. Et la vie s'en va, elle s'en va. Avec ton âme, c'est fini. Mais elle ne peut pas t'enlever l'empreinte de toute ta vie. Ça peut être une empreinte familiale, ce que tu fais par rapport au tien. Ça peut être une empreinte professionnelle. Ça peut être d'avoir donné ta vie aux autres. C'est tout. Et ceux qui ont inventé le concept de mort, ce sont des criminels. Parce qu'ils font croire qu'il y a une espèce de faucheuse qui vient à la vie. Alors la vie est une pauvre conne, elle se laisse voler elle-même par la mort. Non, la mort n'existe pas. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas une autre vie ailleurs. Mais entre les deux, ça n'existe pas. Et ça, je me bats pour ça, pour faire comprendre que si on n'a pas peur de la mort, puisqu'elle n'existe pas, c'est de ta vie que tu dois avoir peur, parce que effectivement, quelquefois, si tu ne vis pas, elle est là, et puis tout d'un coup, tu marches avec elle, tu es là, t'es enfant, puis tout d'un coup, plouf, tu t'en vas, tu veux faire autre chose, elle va plus vite que toi, ou moins vite que toi, et tout d'un coup, tu réussis, elle te rattrapera jamais, tu vas jusqu'en haut. Et puis des fois, elle te rattrape pour te trahir. Francis Huster, est-ce que vous redoutez un jour qu'on oublie votre nom? France du futur. Encre halogène. Jacques-Emmanuel Mirliza.